Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde dans ce nouveau slide sur les ouvrages de soutien-mot. Donc on peut parler sur ce slide sur la méthodologie d'étude des ouvrages de soutien-mot. Donc on a la typologie, le fonctionnement, on peut voir aussi la pathologie. Pour la typologie, un ouvrage de soutien-mot pour retenir soit des terres de remplis, c'est-à-dire des rapports, soit le terrain en place. Donc les efforts de poussée exercés par le massif de terre retenu peut être repris de diverses manières. Trois modes principaux peuvent être distingués. Donc la poussée est reprise par le poids de l'ouvrage de soutien-mot, ou la poussée est reprise par l'encastrement de l'ouvrage de soutien-mot, ou la poussée est reprise par des ancrages du mur de l'éther encastré. Pour le fonctionnement du mur de soutien-mot, le rôle du mur de soutien-mot de retenir un massif de terre, il existe une grande variété sur par des fonctionnements divers et conduisant à des études de stabilité interne spécifiques. Tous ces ouvrages ont en commun la force de poussée exercée par le massif de sol retenu. Par contre, c'est principalement la manière dont il produit cette force de poussée qui différencie les différents types d'ouvrages. Donc on peut voir le mode de rupture géotechnique et les ruptures structurales. Pour la pathologie en général, les pathologies de soutien-mot, des ouvrages de soutien-mot génèrent des dégâts importants, donc matériels et parfois corporels. La connaissance et l'expérience de la pathologie des ouvrages de soutien-mot permettent la mesure du risque et les contraintes à considérer pour se prémunir ou remédier. Pour la typologie, on sait qu'il y a plusieurs types de murs de soutien-mot. Donc les murs en bois, les murs en béton armé et les rideaux et parois ou par planche. Donc dans la fonctionnalité des murs pour les murs en bois, qui donne la stabilité de l'ouvrage est assurée par son poids, avec la caractéristique portante des sols pour conditionner la rigidité de l'ouvrage, la largeur de fondation, dont la hauteur supérieure à H sur 3. Ce sont des ouvrages plus fréquents en débris, les ouvrages plus ou moins perméables. Pour les murs en béton armé dont les caractéristiques, la stabilité de l'ouvrage est assurée par la largeur de fondation. La largeur de fondation entre 0,3 à 0,6 de la hauteur. Ce sont des ouvrages préfabriqués construits en place. Il dépend d'un drainage quasi obligatoire. Pour les rideaux et les parois, par planche métallique, ce sont des parois moulées préfabriquées. Ce sont des parois composites, berlinoises, etc. Pour la stabilité assurée par BT ou Beach. Pour les écrans autostables, dont l'affiche différente de la hauteur libre, ce sont des ouvrages imperméables. Pour la typologie, on peut distinguer d'autres murs de soutien-mot. On a les massifs enrobés renforcés, les massifs cloués et les voiles et poutres ancrées. Pour les remblais renforcés, ce sont différents de massifs de sol cloué par sol naturel, dont le caractère c'est le comportement de fondation de type mur-poids, la stabilité assurée par renforcement par stabilité mixte, la largeur de mur différente de 0,6 à 0,8 fois la hauteur H de remblai renforcé. Donc la largeur peut aussi entre 0,5 à 1 fois H dans les massifs ou
ou le sol sont cloués. Il dépend, ces massifs-là, des rampes de renforcés, il dépend un drainage complet. Pour les massifs cloués, le clouage est une technique de renforcement des sols en place destinée à améliorer la stabilité de pente naturelle ou artificielle et consistant à introduire dans le terrain des inclusions appelées cyclos ou armatures rigides et passées qui ont pour effet de limiter les déformations des sols. On l'a déjà vu dans le vidéo avant celui-là. Pour les voiles et poteries, on n'a pas de semelle, de fondation, pas de talon. Donc, stabiliser ces par ancrage, ce sont des ouvrages imperméables. La norme NFP 94-281 identifie les mécanismes de ruine ou les désordres susceptibles d'affecter les ouvrages courants ouverts par la norme. Ensuite, concernant les murs de sédiments, ce sont donc la ruine par défaut de capacité portante des sols de fondation qui se traduit par un poinçonnement des sols supports ou une rotation excessive du mur avec renversement. La ruine par glissement du mur sur sa base causée par une insuffisance de résistance mobilisable à l'interface entre la base du mur et le terrain général. La ruine liée à une instabilité générale du site. Le mur peut purir dans ce cas par des formations inacceptables consécutives à un grand glissement le long des lignes de rupture extérieures au mur. La ruine par rupture interne du mur dit insuffisamment de la résistance structurale, donc des éléments qui le constituent, par exemple le voile et semi-leur pignon ou la partie de la jonction des matériaux. Le fonctionnement pour le fonctionnement de notre donc ce qui fait, on a deux modes de rupture. On a deux ruptures géotechniques, deux ruptures structurales. Pour la rupture géotechnique, on utilise la stabilité générale et la stabilité externe. Donc on utilise le poinçonnement, renversement, glissement et on voit le défaut d'éviter au début et les arrachements, ancrage au renforcement. Pour la rupture structurale, donc on vérifie la nature et l'hétérogénéité des terrains, par exemple les bétons armés, les aciers, les ancrages, le renforcement des joints. On vérifie la stabilité externe des éléments empilés et les paraments des parois de mur soutènement. Pour la rupture géotechnique, pour la stabilité externe ou locale, on vérifie la portance, donc la capacité du sous-sol sous-jacent supporte le poids de structure du mur de soutènement lorsqu'on a un poinçonnement. Pour le glissement du mur de soutènement, donc la capacité de la structure du mur de soutènement à surmonter la force horizontale appliquée au mur, dont le facteur de sécurité doit être égal à 1,5. Lorsqu'on a un renversement, de mur, dans ce cas, la capacité de la structure du mur soutènement à surmonter le moment de renversement créé par la force de rotation appliquée au mur et le facteur de sécurité doit être égal à 1,5. Pour la stabilité du mur en poids, lorsqu'on a un renversement, donc on fait augmenter la taille du mur de soutènement ou élargir sa base. La même chose lorsqu'on a un glissement, on fait augmenter la taille ou élargir la base du mur de poids. Lorsqu'on a un glissement de terrain ou de remblai, donc dans ce cas, on fait augmenter la profondeur et le poids de mur de soutènement. Pour stabilité de mur continu levé, pour la stabilité du mur continu levé,
Donc, lorsqu'on a un renversement, donc on fait augmenter la taille et la base des talons de mur. Lorsqu'on a un glissement, on augmente la taille et les talons et la biche de mur soutiènement. Lorsqu'on a un glissement ou rotation de rempli, donc de ce cas, on augmente aussi la taille de biche ou la base de mur soutiènement. Et lorsqu'on a une fissure ou cassure au niveau du mur soutiènement, donc on peut renforcer les armatures à la structure intérieure du mur de soutiènement. Dans le cas où les murs sont en pied, lorsqu'on a un poissonnement, donc dans ce cas on augmente la profondeur d'encastrement ou ajouter un mur ou ajouter des clous. Lorsqu'on a un poissonnement, donc une rotation ou rotation de rempli, dans ce cas on fait augmenter la profondeur d'encastrement. Lorsqu'on a une fissure au niveau des pieds, dans ce cas on fait augmenter la résistance du mur de soutènement. Pour la stabilité du mur de soutènement ancré, les soutènements ancrés sont, par exemple, dans ce type-là, dans cet exemple, on a des bétons de remplissage sont ancrés dans des obolis avec des tirants précontraintes, avec des poutres de béton armé. La résistance à la traction, dont les caractéristiques, la résistance à l'arrachement des éléments de parois, donc il permet aussi la connexion d'éléments de parois. Donc le renforcement MSO, Mechanical Stabilizer Earth, c'est-à-dire un mur de soutènement en termes mécaniquement stabilisé. Donc, dans ces cas, lorsqu'on a deux murs de soutènement ancrés, la stabilité, on a soit par déplacement de murs de soutènement ancré, au renversement total, au renversement local, au glissement, aux rotations de rempli. Si le soutènement ne reprend que la pression des terres, y compris celle créée par des charges sur le rempli, le mur alors justifie à partir des exigences de la norme NFP 94-281. Par contre, si l'ouvrage est soumis à la pression des terres et d'autres efforts, par exemple un tablier d'ouvrage d'art, dans le cas d'une pilier à mur de front ou à un bâtiment, il justifie à partir des exigences de la norme NFP 94-261. Pour étudier la stabilité des murs de soutènement, on a trois cas. On fait une étude de prédimensionnement et puis une justification de la stabilisation externe et une justification de la stabilité interne. Pour la première phase de prédimensionnement, on fait calcul des armatures. Donc la deuxième étape, c'est calcul de la poussée sur l'écran fixé, puis la vérification des non-poissonnements des terrains A6
par étude d'état limite de service avec les contraintes 3/4. Lorsqu'on a vérifié le poids seulement, on va voir la deuxième étape, c'est la vérification des non-glissements sur la base. Dans ce cas-là, on fait étude de l'état limite de service avec les réactions faites par les différents cas. Puis la troisième phase, c'est étude de la stabilité générale. Donc on fait étude état limite LTM avec les moments mobilisants et les moments stabilisants sur les moments résistants. Puis on fait la dernière étape, c'est étude de tassement si besoin. Donc c'est étude poissonnement. Puis après l'étape de justification de la stabilité externe, on va faire la justification de la stabilité interne. On va calculer de la poussée sur le voile, puis la détermination du treillis soudé, c'est-à-dire vérification de la contrainte des bétons. Donc on va calculer les différentes forces utilisées. Exemple 1. Considérons un mètre de 5 mètres de hauteur totale avec les données suivantes. Dont la cohésion est égale à 0. Le poids volumique des terres est égal à 20 kN par mètre. Le poids volumique des terres G' est égal à 11 kN par mètre carré. Angle de frottement égale 30. Donc, en absence de l'eau, les forces agissant sur un mur de soutènement sont le poids propre de mur G0, le poids G1 des terres surmontant la fondation de remblai amont, le poids G2 des terres surmontant la fondation aval, remblai aval, la charge d'exploitation qu'a sur le terrain à la plante de la fondation, PJ, la résultante PJ de la poussée des terres soutenues, la résultante PK de la poussée à la charge d'exploitation sur le terre-plein, et puis la résultante PP de la BT ou de la bûche du terrain devant le mur, et la dernière c'est la réaction R des sols sur la base du mur. Pour terre-plein horizontal non chargé, pour cet exemple, en considérant un écran fixé vertical passant par l'arrière des talons des tables de Kako, donc à partir des tables de Kako Kriesel, on va déterminer la coefficient de poussée. Donc on a P est égal à 0, delta est égal à bêta est égal à 0, phi est égal à 30, donc lambda est égal à 0, donc à partir du tableau de Kako-Kriesel, on détermine notre KA qui est égal à 0,33. Avec P est égal à KA fois le poids volumique fois Z, KV est égal à 0. La composante horizontale de la poussée de support perpendiculaire et convexité de poussée est égale KAH horizontal est égal KA fois cos l'ensemble des angles d'inclinaison plus lambda est égal à 0,33. La distribution de la pression des sols forme un triangle sur la hauteur. Donc, pour le terre-plan horizontal infini chargé, si une charge d'exploitation uniforme inférieure à infini de 10 kN
par mètre cube appliquée sur le terre-plein, la poussée sanitaire sera augmentée en tout point de l'écran. Donc, la variation de la pression est égale à QA fois Q, la charge qu'on a appliquée sur le terrain, est égale donc 3,3 kN par mètre cube. Cette poussée a la même orientation horizontale que la précédente poussée de Romley. Un exemple 2. Calculer différents éléments nécessaires aux vérifications effectuées. Tous les calculs pour 1 mètre de mur. On a un exemple cet exemple d'un mur en poids. Donc, on fait calculer le poids volumique des deux masses. Donc, la première masse est égale, qui est dans la surface triangulaire. Donc, on a 0,9 fois moins 0,3, donc 0,6 fois la hauteur est égale H. H est égal à 3 mètres. Donc la surface de triangle, donc 0,9 moins 0,3 est égal à 0,6 sur 2 fois la hauteur H. Donc fois 25. On trouve que la masse volumique de ce W2 est égale à 22,5. La même chose pour ce rectangle W1. On trouve 0,3 fois 3 mètres fois 25 est égal à 22,5. Le coefficient de poussée et poussée de sol, pour ce type-là, on a Ka est égal à tangente à la puissance de P sur 4 moins Phi sur 2, on trouve est égal à 0,33. Avec P max est égal à 0,3 fois 20 fois 3 plus 10. On trouve que P max est égal à 23,33 kN. La même chose pour la P horizontale. Donc la pression horizontale est égale à 3,3 plus 23,3 sur 2 fois 3 est égal à 40 kN. La vérification au glissement. On a déjà calculé le poids 2, le poids 1, donc avec le coefficient de poussée, Ka. Donc, on sait que la force est égale le moment, ensemble des moments stabilisants sur les moments renversants doit être égal ou supérieur à 1,5 pour vérifier le glissement de ce mur. Donc, on sait que Fs est égal à C fois P plus le poids plus la force des poids de mur sédiment fois tangente à phi moins pH horizontal moins P. Donc C fois P, on sait que P est égal à 0,9 avec C est égal à 0, donc 0 plus le poids W1 plus le poids W2 fois tangente à alpha sur pH, il est déjà calculé qu'on a trouvé 40, donc la F est égale à 0,65 qui est inférieur à 1,5. Donc la stabilité au glissement n'est pas vérifiée, le poids des murs est insuffisant. Nous allons donc de rechercher la section du mur poids nécessaire pour respecter cette condition. Donc on va calculer N, c'est-à-dire la masse des poids doit être égale à 1,5 pH moins PP moins C fois P sur tangente à Phi. Donc on sait que C fois P est égal à 0, donc 1,5 fois 40 sur tangente alpha, donc N est égal à 103,9. Donc la section minimale nécessaire
est égal 103,9 sur 25. Donc on décide donc de modifier le mur. Donc on doit changer la taille du mur de soutènement. Donc la largeur doit être 1 mètre et on paie 1,8 mètre. Donc on doit recalculer la masse W1 et la masse W2. La même chose, on trouve que pour la masse W1 est égal à 1,3 fois 25 75 et W2 qui est la surface d'un triangle. Donc 1,8 moins 1 est égal 1,8 moins 1 est égal 0,8 fois sur 2 fois 3 fois 25. On trouve que la masse W2 est égale à 30 kN. Donc la force Fs est égale 6 fois P plus la masse ou la force des poids fois tangente phi sur PH moins PP. Donc on remplace les deux masses par les nouveaux calculs. Donc 75 plus 30 fois tangente 30 sur 40 est égal à 1,52. Donc la stabilisation au glissement est vérifiée. Vérification au renversement. Donc pH2, pH1. Donc on a déjà calculé W1 est égal à la masse 75 et le W2 30 kN. Donc pH1 est égal à 23,33 moins 3,33 fois 3 C2 est égal à 30 kN. Et pH2 est égal à 3,33 fois 3 est égal à 9,9 kN. Donc on remplace les forces. Donc la force est égale à 1,3 fois W1 plus 0,53 fois W2 sur 1 pH1 plus 1,4 pH2 est égal à 2,5 qui est supérieur à 1,5. Donc la vérification renversement est vérifiée. Bon, pour la stabilité mixte et insuffisant résistant d'interaction sur renversement, résistant apparemment aux éléments de liaison. On peut, pour la stabilité mixte, pour le rupture géotechnique, lorsqu'on a une surface de glissement du potentiel d'assaillement peut passer à la fois dans le massif à l'extérieur du massif, ligne 0, ou uniquement dans les massifs ligne 3, il peut prolonger un lit de renforcement ligne 0. Lorsqu'on a une insuffisance résistante d'interaction sur le renversement, la résistance mise à contribution comprenant le sixième des sols sont en place, rempli. La résistance d'interaction ou d'adhérence du renforcement, la résistance à la traction et la résistance du parement au point d'accrochage du renforcement. On a aussi la résistance du parement aux éléments de liaison. Par exemple, lorsqu'on a des clos ou des terrains d'ancrage qui ne sont pas fixes, donc on a des ruptures au niveau de l'attache au parement. On peut trouver d'autres que on a des ruptures, on a des liaisons, des nappes géotextiles. Pour d'autres ruptures géotechniques, on trouve des défauts de vitesse et des ruptures d'appui. Pour des défauts de vitesse, on trouve des fissures au niveau pied de mur ou fractures à cause d'inerreurs de dimensionnement de l'ouvrage par rapport au mauvais drainage des eaux de ruissellement
Dans les deux cas, les fissures souvent aléatoires sont la manifestation visible des tensions qui existent sur la structure d'ouvrage. Pour la rupture d'appui d'un appui de Mercedon, les régularités des surfaces d'appui entraînent des concentrations des contraintes localisées dans les éléments en béton avec risque d'éclatement. Les régularités des surfaces d'appui entraînent des concentrations de contraintes dans les éléments de béton avec risque. Donc, pour la rupture d'un appui, la régularité des surfaces d'appui entraîne de concentration de contraintes localisées dans les éléments de béton avec risque d'éclatement. Écran encre béton entièrement. Pour la rupture structurale, on a des bétons armés acier mur, écran, des ancrages serrants clos, et stabilité externe des éléments empilés. Pour le béton armé acier mur écran, on a des fonctionnalités, on a une rupture en pied du mur ayant entraîné un basculement du mur. Donc la détection et le suivi de la fissuration des structures en béton nécessaire pour connaître l'impact des chargements extérieurs sur cette structure. Pour les ancrages causés par un défaut de résistance des matériaux eux-mêmes, soit par béton armé, acier, ancrage, renforcement, et on a d'autres choses, une dégradation et altération des matériaux constitutifs et corrosion d'armature en acier galvanisé trop lourd. Pour la stabilité externe des éléments empilés, on a des défauts de stabilité externe des éléments empilés par dimension géométrique de l'ouvrage de sa fondation à cause de la poissonnement au glissement au renversement. Glissement, poissonnement, renversement à cause de fissures au niveau de l'institution. Pour la pathologie, on peut distinguer des améliorations de la stabilité générale, c'est-à-dire on fait des terrassements, drainage, des tirants d'ancrage ou clouage. On fait des résolutions des problèmes liés à l'eau, donc drainage, des barbaquins, on fait des assainissements à la plateforme. On a aussi des dimensions des actions de poussée par rempli allégé ou drainage, rempli renforcé, injection sol soutenu. On peut faire des renforcements des sols de fondation par des micropieux et des pieux, au traitement des sols par des inclusions rigides ou des colombes élastiques, etc. Reconstitution de la structure par l'injection de la régénération rejointement au remplacer tirant passif. La réalisation d'une nouvelle structure, c'est-à-dire referme un rempli, un mur en béton armé, les gabions contre-murs, tirant d'ancrage et structure de nouveaux structures. Donc par exemple, dans cet exemple, on a des murs de situement de renforcement seulement pour de protection d'une zone de la construction pour protéger les bâtiments mitoyens au niveau du terrassement. Par exemple, on fait un mur de situement par bois pour la protéger, la sécurité lorsqu'on fait des terrassements. Et merci, à suivre dans un prochain vidéo. Merci beaucoup.